Allez, ben, je vous propose d'attaquer avec le e-Tourist Startup Contest. Et puis, je commence en invitant donc les membres de notre jury. François Bitouzé de voyagesncf.com, Philippe Persson de la Caisse des dépôts, Guillaume Fauré de SFR, Laurent Cage du Welcome City Lab, Jean-Luc Boulin de la Mona et enfin Laurent-Pierre Gilliard, le grand organisateur de l'AEC. Messieurs, installez-vous. Alors, Philippe Persson est appelé sur la scène. Bon, il va nous rejoindre. C'est un peu ennuyeux s'il rate la première présentation. Par contre, il faut donner son avis. Si quelqu'un, peut-être au niveau de la régie, peut faire un appel micro pour Philippe Persson, qu'il puisse nous rejoindre. Merci. On commence ? Allez, on commence avec la première société, donc Aken. On peut l'applaudir, bien sûr, on peut l'encourager. Ce n'est pas un exercice facile. Laurence, tu es la première des 5 candidats, puisque nous aurons donc 5 candidats, 3 minutes chacun, oui. C'est la règle du jeu. Oui. Au bout de 3 minutes, on coupe. Je te mets un petit timer pour que tu suives un petit peu le déroulé. Alors. Et ensuite, on aura une petite séquence de questions-réponses avec le jury. Je veux bien un peu d'aide pour relancer cette presse. Hop. Et alors, il y aura une petite vidéo inclue dedans. Oui, normalement, elle se jouera toute seule. Jouer tout seul ? Ouais, okay. Pas de souci. C'est parti. Moi, je ne peux pas pitcher avec cette musique. Super, merci. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer comme ça parce que je suis toute petite. Merci beaucoup de nous offrir cette tribune. C'est vraiment chouette. C'est une super visibilité. On est super fiers d'être là. En plus, on est 2 Nantais aujourd'hui à pitcher, donc je suis vraiment très, très fière de ça. Bref, c'est parti. Moi, donc, je suis Laurent Giuliani. Je représente la société Aken. Et je vais vous parler de visite guidée, ou plutôt d'alternative aux visites guidées. Parce que la visite guidée, c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Hein. C'est une expérience qui a été vécue par nous tous avec peut-être plus ou moins de bonheur. Moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de visiter le Grand Orgue de Notre-Dame de Paris. Et c'était une super occasion d'apprendre plein de choses. Alors, j'ai appris plein de trucs sur les organistes, les modifications, l'architecture, le transept sud, etc. Et puis, en fait, je dois vous avouer que peut-être vous êtes en train de faire un peu comme moi j'ai fait à ce moment-là, j'ai décroché complètement. Alors qu'à l'inverse, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Alban. J'ai rencontré à Nantes dans un bistrot. C'était un pur hasard. Et il se trouve qu'Alban, il est organiste, mais pas de métier. Il fait des piges comme ça, dans des églises à Nantes pour des mariages, des baptêmes. Et d'un coup, Alban, il m'a raconté comment lui, il voyait les églises. Comment lui, il se retrouvait au cœur de ces moments un peu précieux, au cœur de la vie des gens, en fait, où il voyait cette espèce de résonance, à la fois d'un côté avec la grande histoire de ces lieux très chargés, et puis ces petites histoires de ces familles nantaises qui vivent des histoires plus de l'ordre du présent et plus de l'ordre de l'intime. Alors voilà, chez Aken, notre métier, c'est de lancer des vidéos qui ne se lancent pas. Mais je vais continuer parce que j'ai que 3 minutes. C'est normal, il faut juste avancer. Ah voilà. Non. On va la faire sans, si vous voulez. C'est un exercice de haute précision auquel vous n'assistez pas, mais je peux vous dire que on sent qu'il y a des heures de vol. C'est pas un souci. Merci, c'est sympa. Je le prends comme un compliment ou... Oui, vous pouvez, vraiment, je sens qu'il y a de l'expertise. Bon, c'est pas grave. Chez Aken, notre métier, c'est quoi ? C'est de proposer, de concevoir, d'imaginer et de designer des expériences immersives qui s'appuient à la fois sur le média sonore et à la fois sur la technologie des objets connectés. Et aujourd'hui, on déploie un premier projet qui s'appelle Sonopluie. Sonopluie, c'est une balade sonore en parapluie géolocalisé. Alors, c'est pas grave, on fait ça. On peut juste peut-être mettre quelque chose de joli. Peut-être cette slide-là, ou la première. Voilà. Alors des casques. Pourquoi des casques ? Parce qu'en effet, on propose des balades sonores. On va commencer par vous parler du parapluie très rapidement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de proposer aux visiteurs une véritable expérience d'immersion. Sauf que l'immersion, ça ne se décrète pas. Et le parapluie, il va nous aider à créer ça. Le parapluie, c'est un peu ce petit toit portatif, ce cocon qui va permettre aux visiteurs à un moment de lâcher prise et de se reconnecter avec son environnement direct et puis aussi avec ses sensations et avec ses émotions.
Et puis en marchant, il va comme ça entendre un certain nombre de contenus sonores qui vont lui être livrés sous son casque. Il va entendre un tissage constitué à la fois, je rigole parce que le timer ne marche plus, un tissage... C'est parce que Philippe Persson arrive, c'est pour ça. Voilà. Séance de rattrapage, je vais faire un pitch de 6 minutes pour recommencer du coup. Ah, c'est parce que c'est fini en fait. Ça passe vite 3 minutes. Hein. Alors, quand il y a eu la rétrovision vidéo, on rajoute 30 secondes. On rajoute 30 secondes. Allez, 30 secondes. Merci. À la demande du public, on rajoute 30 secondes. Voilà. J'aimerais juste vous parler des contenus. Les contenus, c'est un tissage sonore qui est créé sur mesure, in situ. On va collecter des témoignages d'habitants. On va vraiment aller chercher à les interroger sur ce que ça leur raconte de vivre là, mais ce que ça leur raconte en termes d'anecdotes, de souvenirs, de ressentis, d'odeurs. C'est quoi le goût de votre territoire? Puis on va entendre également une composition sonore, originale et musicale, qui sera créée pour recomposer la bande originale de la balade. En 2 mots, à Ken, notre métier, c'est de proposer des expériences hyper connectées au service de la déconnexion, des expériences sensibles en milieu touristique. Merci. Merci à toi. Laurent Pierre, je te sens chaud pour poser une question. C'est pas pour poser une question, c'est pour faire un SOS en live. La vidéo était, d'abord, elle était sur une commune aquitaine, Créon, avec des gens qui se baladaient sur une ancienne voie ferrée avec des parapluies, où on voyait tout l'intérêt du système. Vous avez chacun leur parapluie, leur casque, et chacun se baladait, ou en groupe, en écoutant une histoire qui leur était racontée, donc avec de la pluie ou pas, mais il y a de toute façon le parapluie. Et on dirait Pierre Tchernia. La vidéo est très sympa. Merci. Merci. Est-ce qu'on a une question de la part d'un des membres du jury? Oui, François? Oui, alors moi je trouve ça très poétique. Enfin, j'ai vu votre stand, c'est très beau. Quel est votre business model vis-à-vis de vos interlocuteurs locaux? C'est quoi? Ils achètent, ils sont indépendants, c'est un abonnement? Comment est-ce que ça fonctionne avec eux? Alors nous, on travaille en B2B2C, donc on s'adresse, le premier marché qu'on adresse, ça va être office de tourisme, collectivité, site de visite, lieux patrimoniaux, espaces naturels, sur ce grand spectre de découverte des endroits touristiques. On est sur un modèle économique d'achat, sur une durée d'exploitation de 3 ans, qui est à la fois sur un temps forfaitaire, un coût forfaitaire, et qui va s'adosser à une commission sur chaque visite. Voilà. Ah bah on fait les contenus, ouais. C'est un peu notre cœur de métier en fait. Notre premier cœur de métier, c'est de raconter des histoires, enfin de raconter l'histoire de l'endroit où on se trouve. Merci Laurence, on se donne rendez-vous tout... Ah, une question de Guillaume également. Laurent Pierre a déjà répondu en partie, mais où est-ce qu'on peut les tester en France aujourd'hui? Alors là, aujourd'hui, on peut les tester sur la commune de Créon, dans l'Entre-deux-Mers, à l'est de Bordeaux, en Gironde. Et on démarre une nouvelle création à côté de Caen, sur la commune de Lyon-sur-Mer, où on va raconter l'histoire des villas du 19e sur le front de mer. Voilà. Donc ça, ce sera visible pour la prochaine saison. Et puis bien sûr, à la suite des rencontres, probablement de nombreuses autres destinations. Partout. Merci Laurence, Merci. À tout à l'heure. On poursuit avec Baludique, et j'espère que ça va mieux se passer. Il n'y a pas de vidéo pour Baludique, donc normalement ça devrait aller. Je te laisse prendre place. Tu peux déplacer avec la petite flèche. Et je te lance le timer. C'est bon? Ah, tu veux... Hop. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Allez. Merci. Jérémy, c'est à toi. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc Jérémy Simon, dirigeant et cofondateur de la société Baludique. Alors nous, on s'appuie sur 3 valeurs aujourd'hui universelles, que sont le jeu, qui est facteur de cohésion, la mobilité, on bouge tous, et le numérique. Je crois qu'on est quand même sur les rencontres du e-tourisme, donc c'est un peu incontournable. Et on propose du jeu de piste connecté. Donc on se positionne un peu comme un outil d'animation des territoires en proposant un moteur de création de jeux de piste directement en ligne qui permet de créer, d'administrer, de piloter une offre de parcours directement en ligne sans avoir besoin de compétences techniques. Moi, à l'origine, j'ai une formation de géographe. J'ai travaillé 10 ans dans la médiation culturelle, scientifique. Donc c'était vraiment ce choix d'avoir quelque chose qui puisse être administré en local à travers différents usages. Ça peut être des parcours patrimoniaux pour valoriser un sentier d'interprétation du patrimoine. Ça peut être du jeu comme des chasses aux œufs de Pâques, des missions Père Noël. On a fait récemment un jeu de piste au sein des Galeries Lafayette. Donc ces jeux s'administrent en local.
D'un point de vue utilisateur final, donc nous on a développé une application mobile. C'est une seule et même application donc qui propose aujourd'hui 300 jeux de pistes sur toute la France. Elle est gratuite au téléchargement sur les 2 plateformes. Et le but du jeu, sur du jeu de pistes, ça va être de valider des missions. Soit se rendre sur un lieu, soit aller retrouver un QR code, un objet connecté, répondre à une question. Pour valider ces missions, on propose des indices, de l'image, du texte, des avatars en réalité augmentée à retrouver, de l'audio, qu'on combine comme on veut. Que ça soit de manière facile ou plus compliquée, on peut proposer des e-escape games, ce genre de choses, avec un objectif que tout le monde ne finisse pas forcément le parcours, puisque dès qu'on trouve la mission, l'étape est validée, on est notifié, et ça permet de mettre en place tout un système de gratification. Et on a également une page de contenu interactif qui apparaît, qui va permettre de livrer des anecdotes sur l'endroit où on se trouve, d'inciter à proposer des prolongements. Donc on a aussi un modèle économique, puisqu'on a essayé de vivre d'amour et d'eau fraîche, mais ça ne dure pas longtemps. Donc on a une partie en SaaS, un volet start-up, on va dire, qui a un principe de compte pro, de licence annuelle, pour accéder au back-office et pour les offices de tourisme de créer de manière illimitée les parcours tels que vous le souhaitez. Donc là, c'est une formule à partir de 1 500 € hors taxe par an, création de parcours illimité. Et en parallèle, même si la solution ne présente pas de difficultés techniques, on propose toute une gamme de prestations d'accompagnement sur la création de parcours, du sur-mesure, du clé en main. Mais l'idée vraiment d'accompagner la montée en compétences pour vous permettre de créer en autonomie vos jeux de pistes connectés. Et également une notion de personnalisation graphique pour retrouver l'identité visuelle d'un territoire, d'une destination au sein de ce portail. Donc on est très content d'être là, à Pau. Ça nous fait une belle audience, une belle visibilité. Donc on espère vous retrouver nombreux tout à l'heure autour d'un mojito, soit pour le chagrin, soit pour la victoire, et autour du stand 24. Merci à vous. Bravo. On a peut-être... Oui, une question? Vas-y, Laurent, pour Jérémy. Au Welcome City Lab, on a vu passer énormément de projets de gamification de la ville, d'outils de ludification qui s'adressent aux offices de tourisme. Beaucoup de startups en fait, ont des produits complémentaires. Comment vous vous distinguez tout simplement d'un marché qui semble déjà très développé et qui a du mal en fait à en décoller dans les chiffres d'affaires? Alors, aujourd'hui, on est là où on va se distinguer, c'est vraiment cette notion de plateforme unique. On ne développe sûrement pas une application dédiée par destination. On est sur une notion de portail. On va aller plus loin aussi en développant sur début 2018 un principe de web app qui permettra d'encapsuler l'expérience de parcours directement sur des sites internet existants pour fluidifier le parcours utilisateur. Deuxième différenciation, c'est la simplicité de gestion des parcours, la simplicité d'usage du back-office qui est éprouvée auprès d'une quarantaine de destinations en France, à La Réunion, à différents endroits. Et l'approche ludique qui permet de combiner par la gratification aussi un aspect de développement économique et de travailler aussi sur une logique de démarche participative. On a pas mal de projets sur des quartiers prioritaires, notamment sur la ville de Nantes. On est en train de travailler avec le Lab Sport de Saint-Nazaire sur la création de parcours de santé connectés. Donc sur la diversité des usages aussi, on n'est pas uniquement sur du patrimoine, mais on peut être sur différents aspects. Et vous avez déjà des premières preuves de concept, des chiffres à nous donner? Est-ce que ça décolle? Ouais, là ça décolle. On est à 11 000 téléchargements de l'application. On était à 6 000 au mois de juin. Il y a un an, à notre dernière présence à Pau, on avait 30 parcours, là on en a 300. En termes de chiffre d'affaires, on n'a pas fait de levée de fonds et on va clôturer notre deuxième exercice avec un premier résultat positif, avec 6 emplois créés. Donc ça, c'est plutôt très bien, de mon point de vue en tout cas. Et ensuite, tous nos clients sont satisfaits. Ceux qui avaient déjà signé l'année dernière ont tous re-signé. Donc il y a vraiment une satisfaction au niveau des utilisateurs finaux, au niveau de nos clients. Et pour la petite histoire, là, demain, j'ai mon associé qui fait un pitch chez Disney. Donc ça peut nous faire décoller encore plus. Très bien, merci Jérémy. Tu as vu une question? On enchaîne avec Andy Voyage, notre troisième candidat. La petite télécommande, le micro, c'est parti, à toi Lucas. Je te lance le timer. Bonjour tout le monde, donc je vais vous présenter Andy Voyage. Malheureusement pour moi, mon beau-père est en fauteuil roulant, donc on est parti en vacances en 2015 et on est réservé un logement qui était censé être accessible dans un grand groupe. Il ne l'a pas été, ça a gâché les vacances de tout le monde. On a dû rentrer du coup sans passer de vacances et on est rentré avec beaucoup de remords. On s'est dit qu'il faut créer quelque chose. Du coup,
on a étudié, on a vu combien de personnes avaient des problèmes liés au handicap moteur en France, et on a vu qu'il y avait plus de 3 millions de personnes qui avaient ce genre de problème. On a interrogé, on a regardé, et il y a 80% des personnes qui sont en situation de handicap qui ne peuvent pas partir en vacances à cause de problèmes liés à l'accessibilité des lieux, un logement non accessible, etc. Et 85% des personnes en situation de handicap moteur ne font pas d'activité dans la vie de tous les jours, ou très peu, parce que l'accessibilité en général ne le permet pas. Donc nous, on a décidé de créer une solution qui est une plateforme de réservation de logement dédiée aux personnes en situation de handicap, comme Booking.com, où tous les logements sont vérifiés et certifiés accessibles par nous-mêmes ou des associations partenaires comme Tourisme et Handicap, qui est rattaché au ministère du Tourisme. Notre valeur ajoutée, elle est réellement dans les services qu'on offre. C'est-à-dire que nos clients, on leur offre tout ce dont ils ont besoin pendant les vacances. On reproduit le quotidien en vacances, c'est-à-dire que s'ils ont besoin de matériel médical, d'aide médicale, une infirmière, un kiné, on leur apporte. Et s'ils ont besoin de transport adapté, on leur apporte aussi. Enfin, grâce à une application, on leur offre un carnet de voyage personnalisé. C'est-à-dire qu'ils savent, en fonction de leur handicap, qu'est-ce qui est accessible autour du lieu de séjour. Je suis en fauteuil roulant, je suis en vacances à Pau grâce à Handivoyage. Je sais qu'à Pau, j'ai cette activité, ce musée, ce restaurant accessible pour mon handicap. Je peux réserver directement via l'application et avoir tous les renseignements pour mon séjour. Donc Handivoyage, c'est une offre sans équivalent sur le marché. Nos objectifs, qu'est-ce qu'on compte faire avec cette idée qu'on trouve plutôt pas mal? C'est de permettre à tout le monde de partir en vacances en un clic. Devenir le leader européen du tourisme accessible et permettre à plus de 2 millions de personnes de réserver chez nous. En proposant, comment on va faire ça? On va proposer à des services comme Voyage SNCF ou Booking.com en marque blanche la solution Handivoyage pour leur vendre notre savoir-faire et permettre à tout le monde qu'ils aillent sur n'importe quel site, qu'ils soient dans n'importe quelle situation, valides en situation de handicap moteur, visuel, auditif ou mental, de partir en vacances en quelques clics. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et rendez-vous sur handivoyage.net. Merci Lucas. François, une observation, puisque tu viens indirectement d'être cité, peut-être quelque chose à dire? Une question à poser pour Lucas? Moi, je trouve que c'est une très belle initiative. Comment se fait-il que... est-ce qu'il y a d'autres initiatives comme ça en Europe ou est-ce que vous êtes les seuls? Alors, la France, on est très en retard sur le tourisme accessible, c'est-à-dire qu'on est les seuls à proposer un service avec autant d'offres. On a plus de 350 logements partout en France et quelques-uns à l'étranger. Et on a toute la chaîne de valeur. On est les seuls à l'échelle européenne à proposer toute la chaîne de valeur de services, etc. Et c'est ce qui pose question surtout pour le développement européen, parce qu'on veut proposer ces services-là quand on ira en Allemagne, quand on ira en Suède, en Espagne. Donc ça demandera d'étudier le fonctionnement des sécurités sociales, etc. Et du coup, non, on est les seuls à faire ce genre de service-là. Il y a d'autres solutions pour réserver juste un logement accessible, mais quand on est en situation de handicap, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on peut rentrer dans le logement que ça y est, c'est accessible et qu'on passe de bonnes vacances. C'est pour ça qu'on propose toute la chaîne de valeur. Jean-Luc? Est-ce que vous avez déjà des chiffres d'utilisation ou est-ce que vous avez l'application est renseignée à quel niveau maintenant? Vous en êtes où de votre développement? Alors, aujourd'hui, ça fait 4 mois qu'on peut se servir de nos services. On a fait une 50aine de réservations. On dépasse les 50 000 € de volume d'affaires et on a plus de 550 utilisateurs. Donc on est très content des chiffres, c'est 2 fois plus qu'espéré et là on vise en fait une levée de fonds pour la fin de l'année pour qu'on puisse se développer à plus grande échelle, qu'on assure notre place de numéro 1 français du marché accessible pour qu'on puisse après développer la plateforme en marque blanche pour qu'on puisse aller la vendre en fait auprès des grosses sociétés du tourisme. Et on attend autant de temps pour créer la plateforme parce qu'on veut que quand on aille les vendre, on soit vraiment intéressant et qu'on ait des logements de partout. Aujourd'hui, on en a 350, ça peut être beaucoup, ça peut paraître beaucoup, mais notre objectif, c'est d'en avoir 5000 d'ici 2 ans pour que je suis en situation de handicap, même si je veux aller dans un tout petit endroit en France ou à l'étranger, on ait quelque chose à vous proposer et que on vous ouvre le champ des possibles. Vous avez un handicap, et c'est pas grave, on va composer avec et on va vous permettre de partir en vacances comme tout le monde. Merci Lucas.
Bravo. Notre prochain candidat, Metigate. Je te laisse la petite zapette. Merci. Le timer. Et c'est parti. C'est bon. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Julien Trombini, le dirigeant de Metigate. Metigate, c'est une start-up qui aide depuis début 2016 les entreprises du retail et du tourisme à exploiter leur potentiel météo. On les aide à ne plus voir la météo comme un risque, mais vraiment comme un potentiel, comme une opportunité. Alors, je ne suis pas là pour vous apprendre que le tourisme est météo-sensible. Je crois que vous n'avez pas attendu Metigate pour le savoir. Je vais juste vous montrer deux choses qu'on a observées avec nos partenaires. La première, c'est que pendant une vague de froid, l'hiver, ou quand le temps est vraiment maussade, pluvieux, il y a 30% de plus de recherches sur Google pour des destinations exotiques et 30% de taux de conversion en plus. Parce que psychologiquement, si on peut se le permettre, c'est là qu'on va convertir notre envie d'achat d'un voyage exotique. Quand c'est la canicule, et notamment dans le nord de la France, dans une grande ville comme Paris, qui est très désagréable quand il fait trop chaud, alors là, on a envie de partir en Normandie, et c'est plus 120% de déplacements vers la Normandie qu'on observe à chaque fois qu'il y a de la canicule à Paris. La question, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment j'augmente mes ventes, mon ROI de toutes mes campagnes, et comment je personnalise mes messages en étant conscient de ces effets-là? Pour faire ça, j'ai besoin de la météo intégrée. La météo intégrée, c'est un concept inventé par Metigate qui permet de s'adapter aux variations de la météo avec l'agilité d'une libellule. L'agilité d'une libellule, elle est représentée par notre logiciel Weather to Action, qui, comme son nom l'indique, va transformer la météo en action. On vient récupérer des données météo brutes, historiques, prévisionnelles, qu'on va ensuite transformer en indicateurs d'impact pour votre activité. Ça peut être une vente de voyage exotique, une vente de voyage en Bretagne, du kitesurf, un parc d'attractions, etc. Et on engage des actions commerciales, marketing, de communication en fonction de la météo. Tout ça automatiquement, bien évidemment. On transforme les variations de la météo en opportunités pour votre entreprise. Rapidement, comment ça marche? Donc, on vient sourcer avec le logiciel toutes les datas météo dans le monde entier. On se concentre sur le périmètre qui vous intéresse. On a développé des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de transformer cette météo qui veut trop rien dire en un indicateur qui vous permet de comprendre son impact sur votre activité. Et ensuite, le logiciel va réaliser des actions pour vous automatiquement sur Google AdWords, sur DoubleClick, sur vos réseaux sociaux, sur vos newsletters, sur toutes les choses que vous pouvez utiliser pour faire de la communication, pour améliorer la pertinence de votre message. Si ça marche bien, j'augmente mes budgets et j'améliore le ROI parce que j'améliore mes ventes. Si ça ne marche pas bien, je réduis les coûts parce que voilà, j'ai rien à faire. Et le gros sujet, c'est finalement d'utiliser ces scorings pour enrichir la connaissance client. Demain, la data sera au cœur, et encore davantage qu'aujourd'hui, du ciblage marketing. Et on a besoin de l'enrichir avec tout ce qu'on peut. Et la météo est une notion qui est sous-exploitée aujourd'hui et qui permet pourtant de comprendre bien des comportements des usagers. Je finis très rapidement en vous montrant que ça marche aussi en exploitant les écarts météo entre l'origine et la destination. Le logiciel sait gérer ça pour inciter les gens à venir en Normandie. Je suis normand, donc j'en profite quand il fait trop chaud à Paris. On vient surmonter deux difficultés, c'est évaluer l'impact de la météo grâce à l'intelligence artificielle et automatiser l'adaptation au contexte météo du prospect. Pour des actions marketing géolocalisées, on utilise des données météo fiabilisées par Metigate. On a une API, c'est plug and play, c'est facile, donc n'hésitez pas à passer à la météo intégrée. Merci à vous. Merci Julien. Messieurs, Philippe, une première question. Bonjour, merci. Une petite question sans malice. Supposons que votre idée soit bonne et clairement énoncée. Quelle est votre stratégie pour éviter que les nombreuses applications météo déjà présentes sur le marché ne s'emparent de votre idée et ne vous, je mets des guillemets, ne vous passent devant ou ne vous grillent sur votre prospect? Oui, c'est en effet la question qu'on se pose presque de manière continue. Nous, on dit qu'on s'en fiche de la météo. C'est juste une excuse pour faire plus de ventes, améliorer le ROI. Par contre, on est spécialiste de la data météo comme les autres, parce qu'on a besoin de ça en entrée du logiciel. On met ça de côté et on s'intéresse uniquement à l'impact. Cet impact-là, il est compliqué à évaluer. On a 200 ou 300 jours hommes dans une solution, dans un algorithme d'intelligence artificielle qui permet de comprendre l'impact de la météo sur un historique de vente, un historique de réservation, etc. Ça, c'est une première barrière qui nous permet de dire on va au-delà de Météo France, d'AccuWeather, etc., qui proposent de la data, oui, mais personne ne sait vraiment quoi en faire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est toute l'interface qu'on propose, d'aller se connecter directement au compte Google AdWords, DoubleClick, Facebook aujourd'hui, et puis demain, des dizaines d'autres. Donc c'est toute cette interface plug and play
qui permet voilà, d'avoir un outil clé en main pour utiliser la météo et pas de s'embêter à aller chercher avec des API de la donnée météo à laquelle on n'y comprend pas grand-chose de toute façon, de ne pas comprendre ce qui se passe entre 22 et 23 degrés, entre 2 et 3 000 mètres de pluie. Ça, c'est nous qui faisons ce boulot-là. Donc on ne vient pas remplacer les boîtes qui font vraiment que de la data météo. Par contre, on s'enrichit de ces données-là et on les améliore même quand on peut. Et on vient transformer ça en opportunité business grâce à l'intelligence artificielle et la business intelligence. Une autre question, messieurs? Juste une remarque, que vous développiez en Normandie, on le comprenne, mais dans des régions comme la nôtre, après un week-end comme ça, moi je déménage, il n'y a pas de problème, on est super content. Et vous êtes une région super intéressante parce que il y a des étés très chauds, mais quand même avec des événements pluvieux. Pardon ? Vous êtes une région très intéressante. Non, je ne veux pas faire de la lèche ou quoi que ce soit. Vous êtes magnifique, Monsieur Boulin. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est ça, mais vous le faites bien aussi. C'est bien. Je suis conquis. Non, mais d'un point de vue météo, je parle. Voilà, vous avez pas mal de variabilité météo. Vous n'avez pas des étés où il y a 2 mois sans pluie, etc. Donc il y a beaucoup d'adaptations à faire. C'est intéressant. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Notre dernier candidat Timescope. Basile, je te laisse la petite télécommande. On est prêt ? On est prêt. Alors c'est parti. Alors bonsoir à tous, donc, je suis Basile Segalen, je suis cofondateur de Timescope et je suis aussi passionné d'histoire. Aussi, il y a quelques temps, quand j'ai eu l'occasion de me rendre à Athènes, je me suis dit naturellement que j'avais envie de découvrir l'Acropole, de visiter le Parthénon, et en me rendant sur place, ce que j'imaginais, c'était ce que vous avez là. C'est-à-dire que j'imaginais le Parthénon, que j'allais redécouvrir un peu du temps de Périclès. J'avais envie de revivre la magie du lieu, me sentir vraiment sur ce lieu mythique. Et quand je suis arrivé sur place, effectivement, en fait, voilà mon expérience de touriste. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on vit très souvent sur un lieu qui est chargé d'histoire. Vous avez ici le Parthénon, en effet, qui est un lieu mythique, toujours, mais avec des échafaudages et avec devant des touristes, habillés en 21e siècle, avec des appareils photo autour du cou ou des barres à selfie, ce qui est encore pire. Et c'est un problème, parce que ces lieux-là, justement, ils sont chargés d'histoire, il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à découvrir, et ce que les touristes viennent découvrir, justement, et vivre sur ce type de lieu, c'est une expérience. Et cette expérience, elle est un peu décevante quand on a simplement un panneau avec du texte ou éventuellement un guide touristique qui vous en apprend un peu plus. C'est la raison pour laquelle, avec Adrien Sadaka, mon meilleur ami d'enfance et cofondateur de Timescope, on a lancé justement cette machine, qui est une machine qui permet de voyager dans le temps. Concrètement, c'est une borne de réalité virtuelle en libre service. Et la façon dont ça fonctionne, si la vidéo fonctionne, ce qu'on va voir tout de suite, ça sera intéressant. Voilà, ça marche, j'ai plus de chance. C'est donc une borne en libre service qui permet d'ajuster à sa taille le boîtier de visualisation et d'entrer en immersion dans un environnement 3D réaliste, en réalité virtuelle, et de regarder vers le haut, vers le bas, c'est-à-dire vraiment immergé complètement dans un environnement qui représente par exemple le lieu où vous vous trouvez, mais à une autre époque de l'histoire, au temps fort de son histoire. Donc concrètement, on aurait pu, devant le Parthénon, revivre le Parthénon du temps de Périclès. Il y a différents types d'expériences qu'on peut proposer. On peut se plonger dans l'histoire d'un lieu, également interpréter le paysage, par exemple, comme les longues vues touristiques qu'on connaissait, mais avec de la réalité augmentée. C'est ce qui est possible dans un Timescope. Et également découvrir le futur. Timescope, c'est le passé, c'est le présent, et c'est aussi l'avenir, pour tout ce qui est projet d'urbanisme, modélisation 3D de projets architecturaux à venir. Pour le passé, on travaille avec des historiens et on travaille avec nos graphistes 3D, animateurs 3D, pour par exemple ici reconstituer la Bastille telle qu'elle était en 1416. Pour les paysages, justement, c'est la logique de réalité augmentée depuis un point de vue. Et le modèle économique qu'on a, c'est qu'on va louer en fait des Timescopes à des collectivités, des OT, des CRT, mais également des lieux culturels, des musées, des châteaux par exemple, pour proposer vraiment une expérience très riche, très immersive à leurs visiteurs et une expérience dont les gens se souviendront très longtemps. Et je termine donc justement sur cette vidéo-là, qui présente l'une des expériences à Paris, sur les bords de Seine. On a un Timescope qui est installé depuis le 2 avril dernier et qui permet de revivre le Paris du XVIIe siècle.
128. Voilà des images que vous pouvez trouver directement dans la borne qui est installée sur les rives de Seine, accessible à tous. La réalité virtuelle vraiment accessible à tous, de jour comme de nuit, sur les rives de Seine à Paris. Merci à tous. Merci Basile. Tu es venu avec ton fan club? Quelques questions peut-être des membres du jury? Laurent Pierre. Ouais, j'ai une question. Hier, tu étais présent dans la salle. On avait une masterclass de rencontre entre des startups et des territoires. Et je crois que c'est Olivier de Lyon, je crois, qui a dit que les bornes dans l'espace public, ça ne marchait jamais. Si elles n'étaient pas accompagnées d'un médiateur. Donc c'est des bornes qui sont libre accès, sans médiateur. J'aimerais avoir ton avis de ça marche ou ça marche pas. Ben, ça marche assez bien, de notre côté en tout cas. Le point de départ pour nous était même un peu le raisonnement inverse. C'est-à-dire qu'avec la réalité virtuelle, le problème bien souvent, c'est qu'on a besoin toujours de quelqu'un pour vous donner un casque, pour l'ajuster, ça tombe en panne, c'est assez compliqué en fait. Et quand on est avec des tablettes tactiles, on doit donner la tablette tactile contre une caution par exemple, c'est assez lourd en termes de logistique. Là, on est vraiment sur une solution qui est clé en main. On a un timescope qui est installé, et les passants, les visiteurs peuvent faire l'expérience d'eux-mêmes. C'est très accessible, je ne sais pas si j'ai suffisamment mis l'accent là-dessus, mais on est vraiment avec l'ajustement à la taille et avec la simplicité d'utilisation, l'écran tactile et le boîtier de visualisation, la longue vue un peu du 21e siècle, sur quelque chose qui permet de toucher des publics qui ne s'intéressent pas du tout à la VR au départ, à la réalité virtuelle. Et donc, moi, je ne pense pas que ce soit vraiment le raisonnement simplement humain ou automatique. Ce n'est pas tellement la question. L'important, c'est de vivre une expérience et de permettre de vivre cette expérience, par exemple, dans un lieu qui est ouvert au public 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les bornes Timescope qui sont au Havre, par exemple, on peut y accéder de jour comme de nuit sans problème. Une rapide question et une très rapide réponse, s'il te plaît. Deux très rapides questions. Quel est le retour sur investissement? Combien de temps il faut? Parce que j'imagine qu'il y a un investissement lourd. Et deuxième question, les bornes dans l'espace public, souvent le problème c'est la détérioration du matériel par les utilisateurs. Comment vous remédiez à ça? Alors justement, notre modèle économique, c'est donc un modèle de location qui intègre un forfait entretien-maintenance directement. Donc en fait, les lieux qui vont nous louer des Timescope, justement, ils savent qu'ils sont tranquilles de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on gère vraiment intégralement tout le dispositif. Après, on a pas mal d'utilisations. Hein. On est sur souvent des accès gratuits. C'est dans un programme de communication. Donc, par exemple, sur les bornes du Havre, on touche 400 personnes par jour sur chacune des bornes. Donc, ça marche vraiment très bien et on en est ravis. Détérioration, très rapidement. Alors, détérioration, justement, on gère intégralement et la borne est conçue par Guillaume Polvé, notamment notre directeur technique, qui vient du domaine de l'aéronautique, vraiment pour résister au vandalisme, aux intempéries. On est sur une borne avec 3 mm d'inox, vraiment du solide, et elle a pu faire ses preuves parce que place de la Bastille, il y a eu 14 manifestations depuis l'installation, avec la loi travail, et donc ça tient bien la route. Je crois qu'il y en a une qui est installée justement juste là dans l'entrée. Et bien sûr, venez faire l'expérience. Donc n'hésitez pas à mettre des coups de pied dedans, à tester la solidité du système. Autant que vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Basile. Messieurs, on a vu nos 5 candidats. Vous tous ici, vous avez vu les 5 candidats. On va donc avoir un vote qui sera juste après. Vous 6, vous allez vous réunir pour délibérer, puisqu'on donnera les résultats en fin de session plénière. Et puis vous, le public, juste après les trophées social media, vous serez invités à délibérer, à remettre des prix à la fois à la start-up et à la fois à la campagne social media qui va venir. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter de bonnes délibérations. On peut les applaudir aussi. On enchaîne donc avec les trophées social media et donc on invite notre nouveau jury, donc avec Little Gypsy, Morgane, François Housse, Nicolas De Dianous, Camille Lenoble et Paul-Antoine Evin. Allez-y, installez-vous. Je te laisse la zapette et je te laisse aux commandes. Nicolas donc qui sponsorise le trophée social media. Oui, mais merci de nous accueillir. Avec plaisir. C'est une suite puisque les trophées social media, ça fait 3-4 ans qu'on en fait à Pau. Donc je suis assez impressionné que vous soyez si nombreux dans la salle. Après ces startups qui ont présenté des beaux projets, on va maintenant parler de belles campagnes social media. On a changé le concept cette année. Plutôt que de faire des trophées basés sur les performances quantitatives des destinations sur un an, qui seront présentés dans l'étude 2017 qui sera lancée demain. Le bilan de l'année social media.
on a décidé cette année de réunir un jury et de baser les trophées sur des campagnes et sur des actions social media remarquables. Alors on a demandé à l'ensemble des institutionnels qu'on a pu toucher, contacter grâce à l'AEC, grâce à ET13 et grâce à notre cher jury que je vais présenter. On a pu toucher des dizaines de destinations qui nous ont contactés, nous ont dit bon, on va essayer, non, on n'a pas eu le temps, on n'a pas réussi, mais on a quand même reçu 13 dossiers. 13 dossiers très qualitatifs et on s'est réunis en jury. Le jury va poser des questions et écouter ces personnes qui ont été retenues, qui sont au nombre de 3. Donc il y a la Plagne, la Zapette, voilà, c'est les 13 dossiers qu'on a reçus, pardon, qui sont là. Donc la Plagne, Cap-Cotentin, Auvergne, la Touraine, la Nouvelle-Calédonie, qui nous a envoyé son dossier depuis Nouméa, la Manche, les Ménuires, le bassin d'Arcachon, le Tarn, Dunkerque, la Corrèze, le Havre et Kaysersberg. Donc comme je le disais, on a retenu trois candidats qu'on va présenter. Regarde tes slides. Oui, ouais, c'est ça. Voilà, c'est mieux ici. Merci Ludo. Et donc avant de vous dire les 3, il y a 2 coups de cœur quand même qu'on a décernés de manière assez collégiale au Tarn pour une belle campagne de contenu social media très bien pensée. Donc on les a pas retenus sur l'ensemble du dossier, mais quand même c'était assez chouette. Et puis Kaysersberg qui a fait une vidéo assez folle de son village préféré des Français avec Stéphane Bern et tout, enfin un truc assez à Kaysersberg quoi. Et donc on peut les applaudir. Oui, on peut les applaudir tous les deux. Et vous pourrez les consulter sur notre stand demain où on vous passera les liens vers les 2 dossiers qui sont très chouettes. Donc les 3 nominés, comme je le disais, sont la Plagne, la Manche et la Corrèze. On peut les applaudir. Ils vont passer maintenant sur scène. Christophe de la Plagne va entamer son pitch. Donc le concept, c'est 2 minutes. 2 minutes par dossier pour nous parler de chacun sa démarche. Plagne Actu pour la Plagne, un live Facebook récurrent et une démarche social media globale pour la Manche. Et puis une campagne influenceur et de la production de contenu pour la Corrèze. Donc je te laisse la zapette et le micro. Christophe, oui. Tu la fonctionne et je vais m'asseoir. À toi de jouer. Tu as 2 minutes. Du coup, tu peux lui laisser la zapette. Je te laisse la zapette. Merci Nicolas. C'est parti. Ça c'est pas à moi. Alors. Ça c'est à moi. Ok, donc je vais vous parler de la Plagne aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc on va parler un petit peu de création d'histoire en fait, parce que la Plagne, c'est une station qui a beaucoup d'histoire, qui est très connue, et en fait, il y a quand même pas mal de particularités qui sont attachées à la station, qui nous ont amené à avoir quelques réflexions sur ce qu'on pouvait y apporter, notamment sur tout ce qui était social média. La Plagne, c'est une très très grande station en fait, puisqu'elle est composée de 10 stations différentes. Et ce qui peut être un avantage, ça peut aussi parfois être un inconvénient, parce que cette station peut parfois avoir un effet anxiogène sur ceux qui ne la connaissent pas. Alors dans la réalité des faits, chaque station a une dimension humaine et comparable à ce qu'on peut trouver ailleurs, mais dans l'imaginaire de ceux qui ne nous connaissent pas, on a constaté d'après les études que la station avait effectivement cette image un peu trop grande. Du coup, on a cherché un peu à humaniser tout ce qu'on pouvait produire en termes de contenu et à faire des choses beaucoup plus authentiques, notamment via le live. On sait qu'on avait beaucoup de commentaires sur les conditions climatiques qu'on relayait dans nos réseaux sociaux, où les gens critiquaient un peu, disaient que ce n'est pas très authentique. Donc on a essayé, nous, de créer un process, en fait, un show hebdomadaire live dans lequel on présente les actualités de la station et faire une action de content marketing pour en faire une sorte de BFM TV de la station et présenter chaque semaine des informations de ce type-là. Donc en fait, je vous passe très rapidement, mais c'est très pervers, Nicolas, ton format de 2 minutes de présentation. Donc tu n'as pas répété en fait? Non, je n'ai pas répété. Et donc en fait, voilà, on essaye de présenter au quotidien avec notre Snow Reporter des informations liées à l'actualité des champions, à ce qui peut se passer en termes de météo, ce qui peut se passer avec nos athlètes, avec les événements, toutes les choses qui peuvent se passer sur le domaine. On essaye de montrer un maximum de choses, des interactions aussi avec les internautes via des concours. Je vais passer directement parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps.
Oui, plus beaucoup. Voilà. En quelques chiffres, voilà, on a fait 18 éditions pendant l'hiver, une pendant l'été, plus de 10 000 vues par vidéo. On consolide vraiment un lien affectif en créant du souvenir auprès de l'expérience qui est vécue pour tous les gens qui nous suivent. Et en fait, on ne cherche pas, si je devais résumer, on ne cherche pas spécifiquement à créer du buzz pour le buzz et créer un engagement complètement démesuré. Le community management, aujourd'hui, c'est plus d'avoir de l'engagement et des chiffres et des statistiques toujours plus hautes. C'est surtout de créer des expériences un peu plus mémorables, et notamment via les contenus qu'on va proposer qui sont beaucoup plus authentiques et humanisés. Merci Christophe. Bravo. Question de Paul-Antoine. Merci, bonjour. On a parlé du concept qui est remarquable. Moi, je me pose la question des objectifs que vous étiez fixés au lancement de cette opération. Est-ce qu'ils ont été atteints? Est-ce qu'ils ont été dépassés? Et au-delà de ces objectifs, quelle est la prochaine étape pour vous? Qu'est-ce que vous envisagez pour vous renouveler peut-être un petit peu? La réponse, en fait, elle est sur cette dernière slide, c'est-à-dire que ça répond aussi à des choses qu'on a identifiées très clairement, des points faibles qu'on cherche à améliorer, le côté anxiogène de la station, le côté authentique des contenus qu'on diffuse, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on n'est pas les seuls à diffuser des contenus sur les réseaux sociaux. On est mis en confrontation directe avec toutes les autres destinations, pas seulement le ski d'ailleurs, avec des images toutes les plus extraordinaires les unes que les autres, et finalement, noyé au milieu de cette masse-là, on n'arrive plus vraiment à être impactant et à ressortir du lot. Donc on s'est dit, on va essayer plutôt d'humaniser la relation qu'on va avoir avec les gens qui nous suivent. En termes de neuromarketing, on sait qu'un visage, de toute façon, attire beaucoup plus l'œil que des décors et des paysages. Donc déjà, on essaye de créer ce lien de confiance, ce lien humain avec les gens qui nous suivent pour en faire finalement des amis. Et on s'en rend compte après en termes d'appropriation du snow reporter qu'on met en avant, nous, dans nos éditions. Très régulièrement, des touristes viennent nous voir directement pour voir justement la personne qui présente le show, qui est un peu starifié, c'est vrai, mais qui correspond un peu au présentateur qu'on peut avoir sur une chaîne télé classique en termes d'information ou météo. Merci L'engagement est au beaucoup. rendez-vous. Merci Christophe. Bravo. Merci. Et merci beaucoup. Tu peux descendre. On va appeler Manche Tourisme, la Manche, enfin Latitude Manche. Ils ont changé de marque. Donc c'est Ophélie et Lydie qui vont nous présenter leur dossier. Et on peut les applaudir. Bonjour à tous, donc comme l'a dit Nicolas, nous sommes Lydie et Ophélie de Latitude Manche. Donc Latitude Manche, c'est l'agence d'attractivité de la Manche, anciennement Manche Tourisme. On a vécu beaucoup de changements cette année en 2017, puisqu'on a d'abord évolué en agence d'attractivité, et puis on a surtout lancé un nouveau positionnement marketing pour la Manche, et il convenait de le décliner sur nos réseaux sociaux. Je vous laisse donc le découvrir à l'écran. J'adorerais vous expliquer comment on est arrivé jusqu'à cette marque de territoire, la Manche changer de point de vue, mais ce n'est pas ce qui nous amène devant vous aujourd'hui, puisqu'on va plutôt vous parler de comment on a traité l'installation de ce positionnement marketing sur nos réseaux sociaux. On a tout d'abord repensé notre stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux. On a aussi beaucoup retravaillé le volet iconographique, vous le voyez à l'écran. On montre désormais la Manche sous un angle plus brut, plus maritime aussi. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on aille sur le terrain, montrer ce territoire à l'état brut, ce côté maritime et sans filtre. C'est ce qu'a fait Ophélie. Elle est partie sur le terrain faire des lives et je la laisse vous les présenter. Voilà, donc aujourd'hui on a choisi de vous présenter 3 opérations. Donc la première, c'était à l'occasion des 200 000 fans sur la page Facebook de Manche Tourisme. On a laissé la page Facebook aux commandes de Jérôme Ouivet, qui est un auteur et photographe de la Manche. Et il a embarqué à bord de son paramoteur pour survoler le littoral et nous offrir des vues aériennes de la côte est de la Manche. La deuxième opération, c'était en avril. Pour la plus grande marée de l'année, on a embarqué à bord d'un Zodiac avec les équipes de la SNSM pour faire vivre à notre communauté le Mont-Saint-Michel qui redevient une île en live, dans des conditions un peu compliquées parce que la météo n'était pas vraiment au rendez-vous, mais voilà, on a pu vivre ce moment. Et la dernière, c'était en juin. On était dans la rade de Cherbourg à bord d'un Zodiac aussi pour faire vivre le départ du Queen Mary 2.
qui partait pour The Bridge 2017, la transatlantique jusqu'à New York. Donc juste pour quelques chiffres sur ces 3 opérations, voilà, un peu plus de, si on cumule, on est à 2,5 millions de vues, notamment sur le Mont-Saint-Michel, 1,7 million qui était vraiment une très grosse opération, beaucoup de partages, beaucoup de réactions, beaucoup d'engagement, et au-delà de ça, une très belle vitrine, beaucoup de retombées de presse, BFM TV qui a repris nos images pour le Mont-Saint-Michel. Voilà, il y a un sentiment de fierté, surtout pour nos abonnés. Voilà. Et on nous avait demandé pourquoi voter pour nous aussi en dernière slide. Donc voilà. Merci à vous deux. Si je peux me permettre, il y a une raison supplémentaire de voter pour nous. Ophélie a payé de sa personne parce qu'elle est revenue de ses lives en Zodiac bien trempée par certaines vagues lors de ses expéditions. Merci. Alors on a donc le jury a préparé ses petites questions et les adapte en temps réel, mais François Houst a une question pour vous deux. Voilà, adapté en temps réel. Moi j'avais envie de demander sur des lives vidéo qui transmettent de l'adrénaline, qui ne sont pas forcément du quotidien des touristes, est-ce que ça crée aussi des demandes d'adrénaline sur les réseaux sociaux de la part des followers, des fans des pages, et puis de la part des touristes? Est-ce que ça change les demandes? Est-ce que ça change la perception? Au travers des interactions qu'on a pendant les lives, on perçoit vraiment un effet waouh, et c'est vraiment le côté inédit de faire vivre à nos communautés quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir sans nous, quelque part. Hein. Et oui, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe chez notre follower derrière son écran. En tous les cas, les interactions nous le montrent. Après, c'est pas tant la qualité de la vidéo qu'on montre aujourd'hui parce que les conditions voilà, sont souvent compliquées et on est avec le smartphone et voilà. C'est plus voilà, l'engagement que ça suscite au cours des lives. On a plein de questions, on essaie de répondre aux questions. Les gens sont avec nous, sont vraiment emballés de vivre ça. Enfin, sur le Mont-Saint-Michel, c'était vraiment impressionnant de pouvoir montrer ça parce qu'il y a personne qui va en Zodiac autour du Mont-Saint-Michel, quoi. Donc c'est ça que les gens ont aimé. Ouais. Merci beaucoup, top. Merci, on peut les applaudir. Et on va appeler la Corrèze Séverine. Merci. Bravo. Peut-être pour les conditions météo, vous pourriez parler avec Metigate pour lancer vos campagnes au bon moment. Et on peut applaudir Séverine de la Corrèze qui vient nous présenter son dossier. Comment? Attends, bouge pas. Et sa candidature. Va pas trop loin. Je gère avec ça. Oui, ça, tu veux juste jouer la vidéo? Ouais, parce que moi c'est uniquement une vidéo, donc il vaudrait mieux qu'elle. C'est une vidéo. C'est parti. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Corrèze c'est Jacques, c'est Bernadette, c'est François, et puis c'est des vaches et des chansons à texte. Comme des petites girouettes. En optant pour la stratégie des influenceurs, on souhaitait donner une autre image de la destination, avec des contenus de qualité qui donnent envie de découvrir la Corrèze. Donc on va vous présenter une vidéo parodie de Jonathan et Jennifer qui ont voulu vivre la même expérience que World Health. C'est parti. Allô, World Health ? C'est quoi votre prochaine destination ? Alors cette vidéo de World Health a été vue 816 000 fois sur notre page Facebook. C'est la population de Marseille. C'est 10 fois la population de Pau, donc c'est assez énorme. Plus d'1 million de personnes atteintes, pareil, sur notre page Facebook, donc on est super content des résultats. Donc vous aurez compris que la conclusion et la moralité de... Je vois pas le chrono, donc on va dire que je suis dans les temps. C'est bon. Ouais. La conclusion moralité, faites appel à des influenceurs, parce que vous aurez compris que pour créer des contenus de qualité, il faut avoir des professionnels, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire une vidéo qui donne envie de découvrir notre Corrèze.
Voilà, et pour finir, pourquoi voter pour nous? Parce qu'on est les petits poussés par rapport aux autres destinations, parce qu'on serait hyper fiers d'avoir ce prix, parce que ça fait 3 ans qu'on s'est remis en question complètement sur les réseaux sociaux, que ça fonctionne et que du coup on est là, donc votez pour nous, parce que franchement, c'est pas facile de faire cet exercice. Merci beaucoup. Merci Séverine, bravo. Et bravo pour la vidéo. Camille a une question. Vas-y Camille. Moi, je voulais connaître, donc visiblement, vous êtes entièrement satisfaite de travailler avec des influenceurs. Je voulais savoir votre stratégie sur le long terme. Est-ce que vous allez continuer et comment faire encore mieux? Alors, avec des influenceurs. Ouais, avec des influenceurs. On pense qu'on va continuer. Cette année, on a reçu 2 couples d'influenceurs, Travel Me Happy et Wordels. On va probablement recevoir d'autres, on ne sait pas, parce qu'on aime bien l'humour aussi en Corrèze. Donc oui, je pense qu'on va continuer sur cette stratégie parce que les résultats sont phénoménaux, quoi. Une vidéo, on a battu les records même de certaines vidéos de destination. Donc on est super content du résultat. Les images, voilà, on pense qu'on a vraiment une... Puis les commentaires aussi parce que je suis community manager, donc je vois tous les commentaires dessous. Et tous les sites qui ont été vus, on a vraiment des retours hyper positifs. Voilà. Merci Séverine, bravo. Merci beaucoup. Je précise que, et je te laisse la main Ludovic, je précise que le jury va se réunir, donc il y a 2 trophées. Il y a un trophée du jury, donc on va s'isoler maintenant pour analyser les dossiers et puis les pitchs. Ah, parce que vous ne l'aviez pas fait avant? Ben, on écoutait les pitchs et maintenant on va pouvoir voter pour le prix du jury. Et il y a un deuxième trophée qui est le prix du public, donc c'est vous qui allez le remettre en votant sur la même page et je te laisse expliquer le process. Tout à fait, donc à cette adresse, yoo.pe/stcp. La première question concerne les startups. Vous allez devoir choisir entre Haken et ses parapluies sonores, Baludique et ses circuits ludiques. J'oublie Andy Voyage donc, et sa plateforme accessibilité. Ensuite, nous avions donc la 4e qui était Metigate, et donc l'action avec la météo. Et pour terminer, Timescope. Donc vous avez le choix entre 5 sociétés. Et puis la seconde question, donc, c'est les 3 campagnes que vous venez de voir, la Plagne, la Manche et la Corrèze. À vous de jouer. Vous avez 1 heure pour faire vos votes, mais vous allez le faire tout de suite, je pense, et d'ici quelques temps, on va avoir une tendance. On se retrouve donc avec vous, les membres du jury. Vous avez une vraie heure pour délibérer. Et ensuite, avec évidemment à la fois les startups et les candidats sur ces campagnes, pour la remise des prix, juste après la table ronde qui arrive maintenant. Merci à vous 5.